Et c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. La France l'attendait depuis plusieurs semaines. La force européenne va être déployée en Centrafrique. Annonce officielle à l'occasion du sommet Union européenne-Afrique. Nous serons en direct dans un instant de Bruxelles avec Kataline Landabourou. Et puis nous irons dans l'est du Kenya où la ville de Mombasa est sous très haute surveillance après le meurtre d'un leader islamiste accusé d'être lié au Shebab somalien. Le reportage de notre envoyé spécial. Enfin, un nouveau scandale qui éclabousse Jacob Zuma à l'approche du scrutin du mois de mai. Le président sud-africain est accusé d'avoir fait rénover une résidence privée avec des fonds publics. Sa cote de popularité est en chute libre. Un reportage de Caroline Dumais. Et on va donc se rendre immédiatement à Bruxelles pour parler de ce sommet Europe-Afrique. Il s'est ouvert ce mercredi en présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Et en préambule, il y a eu un mini-sommet consacré à la Centrafrique. On en parle tout de suite avec Kataline Landabourou, notre correspondante à Bruxelles qui suit ce sommet pour nous. Kataline, c'est officiel, les Européens vont envoyer des troupes en RCA. Qu'est-ce qui a été annoncé plus en détail aujourd'hui à Bruxelles ? Oui, on peut vraiment dire que la République centrafricaine a été le premier temps fort de ce premier jour de sommet Union européenne-Afrique. Alors 25 chefs d'État, 13 du côté européen, 12 du côté africain ont participé à un mini-sommet qui a lancé en quelque sorte les festivités ici à Bruxelles. Alors ils se sont penchés sur le sort de la République centrafricaine, sur la situation humanitaire, sur la situation en termes de sécurité. Et puis ils ont également évalué les moyens de reconstituer un embryon d'État dans le pays. Alors comme vous le disiez, cela a été l'occasion pour les Européens de présenter les détails de la mission EUFOR RCA, une mission qui a été finalement officiellement lancée hier avec du retard, on le sait. Alors 13 pays au total participeront à cette mission qui sera placée sous commandement français. Elle comptera au total donc 800 hommes dont la moitié devrait arriver en Centrafrique fin avril, l'autre moitié d'ici à la fin du mois de mai. Et la mission de ces hommes, la mission principale sera d'assurer la sécurité à la fois des populations mais également des convois humanitaires dans la capitale, à Bangui et autour de l'aéroport de la capitale. Alors Kataline, le moteur franco-allemand, on en parle souvent lors de sommets européens à Bruxelles. Sur l'Afrique, Paris et Berlin ont également affiché aujourd'hui leur volonté de travailler ensemble. Oui, et là je dirais que c'est une première. Alors ça a été un petit peu cette déclaration commune, la déclaration surprise, deuxième temps fort de ce sommet européen. En gros, Angela Merkel et François Hollande ont expliqué qu'ils avaient les mêmes objectifs aussi pour l'Afrique, aussi pour le développement en Afrique. Alors déjà, comme vous l'aviez dit, moteur de l'Union européenne, maintenant le couple franco-allemand se propose désormais de devenir un autre moteur pour la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique. Alors c'est une ambition qui, on le sait, n'est pas nouvelle pour la France, qui est une ancienne puissance coloniale pour l'Afrique. Ce n'est pas le cas pour l'Allemagne qui s'était distancée ou qui avait toujours pris ses distances par rapport aux pays d'Afrique pour privilégier d'autres régions du monde, comme par exemple l'Asie. Mais les taux de croissance très hauts dans certains pays d'Afrique et puis les potentialités en termes d'investissement pour les entreprises allemandes de plus en plus présentes sur le continent ne sont certainement pas étrangères à ce revirement de la politique extérieure menée par l'Allemagne. Merci beaucoup Kataline Landabourou en direct de Bruxelles et on continuera à suivre évidemment ce sommet avec vous demain depuis Bruxelles. Le Soudan du Sud menacé d'une catastrophe humanitaire à l'approche de la saison des pluies. L'alerte a été lancée aujourd'hui par un responsable de l'ONU. Le Programme alimentaire mondial, lui, déplore un manque de financement. L'organisation a prévu de distribuer de la nourriture à 25 000 personnes affectées par le conflit dans la région de Nial. Écoutez. Normalement, on ne devrait pas être là. Parce que d'habitude, nous prépositionnons de la nourriture, ce qui nous permet d'organiser une distribution beaucoup plus systématique. Ainsi, on peut subvenir aux besoins des plus vulnérables. Mais à cause du conflit, nous nous retrouvons dans une situation où nous devons larguer de la nourriture par avion pour qu'elle parvienne aux gens qui n'y ont pas eu accès pendant ces derniers mois.
Un scandale de plus qui éclabousse Jacob Zuma et qui fait beaucoup parler en Afrique du Sud. Le président est accusé d'avoir rénové une résidence privée avec des fonds publics. L'opposition réclame un débat au Parlement. Ce mercredi, c'était le dernier délai pour le faire. Le président sud-africain a envoyé des justifications à l'Assemblée nationale, mais il ne s'y est pas rendu. Une nouvelle affaire qui tombe en tous les cas bien mal pour le président sud-africain à l'approche des élections prévues au mois de mai. Le reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Le Parlement sud-africain est désert. Le président Zuma n'est pas venu se justifier en plénière sur le coût exorbitant de sa résidence privée. Il a répondu par écrit au rapport du médiateur de la République. L'opposition demande toujours un débat sur la question suivi d'un vote de confiance. Mais au Parlement, pour l'instant, rien n'est décidé. Le président a sa propre façon de faire. Ce sont les citoyens qui devront décider s'il est coupable ou pas. La décision passera sans doute par les urnes aux élections générales de mai prochain. À en croire les sondages de la société Ipsos, la cote de popularité du président est en chute libre. Un Sud-Africain sur deux n'a plus confiance en lui et certains, comme cette électrice, ont même décidé de ne pas voter ANC si Jacob Zuma est candidat. Ce qui ne va pas du tout, mais pas du tout, c'est notre président. C'est notre plus gros problème ici en Afrique du Sud. La façon dont il utilise les fonds publics, ce qu'il fait de nos ressources, c'est très décevant. Les allégations de corruption du chef de l'État pourraient coûter cher au parti au pouvoir. D'autant que Jacob Zuma a déjà annoncé qu'il ne rembourserait pas les 15 millions d'euros de rénovation de son domaine de Kandla. Reste à savoir ce que le gouvernement fera des recommandations du médiateur de la République, l'une des plus hautes instances du pays. On a un rapport d'une institution très importante qui est ignorée. Cela montre qu'il ne rend pas de compte. C'est une atteinte à l'état de droit et à notre constitution. En Afrique du Sud, tout le monde attend patiemment que le président Jacob Zuma franchisse les portes de ce Parlement pour venir s'expliquer. Et on part au Rwanda à présent, à quelques jours des commémorations du 20e anniversaire du génocide. Les travaux communautaires obligatoires ont pris un sens particulier. L'Umuganda, c'est comme cela qu'il s'appelle, se déroule une fois par mois. Tous les Rwandais donnent leur temps bénévolement pour la communauté. Le président Kagame s'est attelé lui aussi à la tâche devant les caméras pour un projet très symbolique, la construction de maisons destinées à des rescapés du génocide. Le reportage, notre correspondant à Kigali, Thaïs Brook. Lui aussi participe à l'Umuganda, des travaux communautaires obligatoires au Rwanda. Le président Paul Kagame met la main à la pâte pour construire des maisons pour des rescapés du génocide. Les Rwandais travaillent ensemble. Et cela signifie unité et travail. Donc nous sommes solidaires et nous réalisons des choses utiles. D'après le gouvernement, 80% de la population participe à ces travaux. Devant les caméras, des diplomates étrangers et quelques ministres se plient à l'exercice. Les partisans du gouvernement s'en félicitent. Des personnes très différentes travaillent ici. Même le président et des responsables du pays viennent ici et font l'Umuganda pour construire ces maisons pour les rescapés. Ces rescapés du génocide gardent en tête que le gouvernement est proche d'eux. Paul Kagame salue la foule avant de prononcer un discours. Il évoque ses thèmes de prédilection, unité, reconstruction, développement économique. À quelques jours du 20e anniversaire du génocide, l'opposition en exil, elle, l'accuse d'instrumentaliser les massacres à des fins politiques. Et à noter que tout le journal de l'Afrique se rend à Kigali pour ces commémorations du 20e anniversaire du génocide. Le journal d'Afrique sera en direct depuis le Rwanda lundi prochain. La ville de Mombasa, dans l'est du Kenya, est en ébullition au lendemain du meurtre d'un chef islamiste radical accusé de lien avec les Shebabs somaliens. Des leaders musulmans ont adressé un ultimatum aux autorités. Ce n'est pas la première fois qu'un islamiste est assassiné dans cette ville de la côte kenyane. Le reportage de notre correspondant Duncan Woodside et le récit de Cécile Galuccio. Ce cadavre ensanglanté, c'est celui d'Abou Bakar Sherif Ahmed, alias Makabouri. Il a été abattu devant une prison de haute sécurité. L'homme qui l'accompagnait est mort, lui aussi.
Nous avons entendu des coups de feu en permanence. Nous n'osions pas regarder derrière nous et nous avons sauté dans un fossé. Il y a eu au moins 10 coups de feu, puis 2 autres. Ta, ta. C'est le 3e homme important de la mosquée Moussa de Mombasa tué par balle. Avant lui, en octobre dernier, Ibrahim Ismaël et en août 2012, Abou Rogo. Leurs assassins courent toujours, ce qui est loin d'être surprenant pour la veuve de ce dernier. Mon mari a été tué devant le poste de police. Makabouri a été tué en face de la prison. Les gardes, ils sont partout dans la prison. Vous savez bien comment ça marche. Alors, comment une telle chose peut arriver devant un endroit pareil, en face d'un endroit sécurisé? Alors, qui sont les responsables selon vous? Pour l'instant, les dirigeants musulmans appellent au calme. Ils ont tout de même lancé un ultimatum au gouvernement. L'ordre doit être ramené dans les 3 jours. Il est indispensable qu'une action sérieuse soit mise en place. S'ils ne prennent pas des mesures pour arrêter le problème sécuritaire, alors nous descendrons dans les rues. C'est notre droit constitutionnel. Mombasa se prépare donc à des affrontements. L'ambiance pourrait dégénérer après la prière du vendredi. Et j'ajoute qu'à Nairobi, la capitale, une bombe a été découverte aujourd'hui dans le principal quartier somalien de la ville. Et on termine avec un portrait d'une femme d'exception, incontournable dans les années 30, Nancy Cunard, le parcours hors norme de cette collectionneuse d'art africain, anticolonialiste, militante de la cause des Noirs. À voir dans l'Atlantique Noir, une exposition au Quai Branly à Paris retrace ce parcours. Beaucoup connaissent cette photo de Man Ray, sans savoir qui est ce modèle au bracelet en ivoire. Nancy Cunard était pourtant incontournable dans les années 30. Collectionneuse d'objets africains, amie des surréalistes, éditrice, une Britannique aisée qui choisit la France pour goûter une plus grande liberté. Jusqu'à prendre un amant noir, Henry Crowder, un musicien américain, impensable à l'époque. Ça va être très très mal pris par son milieu d'origine, notamment par sa mère et ses amis anglais. Et donc elle va être vraiment touchée par cette question-là. Elle va être, concernée directement par les questions raciales. Et par ailleurs, Henry Crowder va aussi la sensibiliser à la question des Noirs américains. Nancy Cunard rencontre alors des dizaines de personnalités noires sur tous les continents. Des militants, des poètes, des musiciens, des boxeurs. Avec eux, elle va nourrir une Negro Anthology, une démarche pionnière il y a presque 100 ans. C'est une sorte de grand documentaire sur les mondes noirs dans les années 30, tout simplement, comme c'était un grand reportage qu'on voyageait en Afrique, dans les Caraïbes et dans les Amériques noires. Encore récemment, certains pensaient que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Elle, c'est un de ses objectifs de montrer que les Noirs ont une longue histoire derrière eux. Une histoire bien loin des clichés racistes des livres pour enfants des années 30. L'exposition sur Nancy Cunard a cette ambition, montrer qu'en pleine ségrégation raciale, en pleine colonisation, les dominés ont su prendre la parole. Et une exposition à voir jusqu'au 18 mai si vous passez par Paris, au Quai Branly. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans 1 heure pour une nouvelle édition. Et tout de suite, Paris Direct continue.